exceptionnelle confirmée pour cet après-midi. Accusé du détournement présumé de fonds alloués au projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo, Matata Ponyo est jugé alors que ses immunités parlementaires n'ont pas été levées. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux examinent ce mardi le projet de loi portant prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, une mesure qui continue de diviser au sein de la majorité. Le Burundi a interdit l'accès sur son territoire aux Congolais détenteurs de documents émis par les rebelles M23 AFC. Ravi de vous retrouver, Madame, Messieurs, pour vous informer. C'est ce 20 mai que la justice congolaise va rendre son verdict dans le dossier Augustin Matata Ponyo accusé du détournement présumé de fonds alloués au projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Au cours de l'audience du 23 avril dernier, à laquelle l'ancien Premier ministre a refusé de participer, le ministère public avait requis notamment 20 ans de travaux forcés à son égard, assorti d'une peine d'inéligibilité de 10 ans. À l'encontre des ses co-accusés, il a requis également 20 ans et une peine de 5 ans d'inéligibilité pour l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Deogracias Mutombo, et une peine de 20 ans d'emprisonnement pour Christo Grobler et une expulsion définitive du territoire congolais à la fin de sa peine. Alors que la situation sécuritaire se dégrade dans l'est du pays où la rébellion du M23 occupe quelques parties du nord et sud Kivu, les députés nationaux se réunissent ce mardi en plénière pour examiner la possibilité d'une nouvelle prorogation de l'état de siège, une mesure exceptionnelle qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'Union sacrée au regard de la crise sécuritaire qui prévaut dans la partie orientale du pays. À ce sujet, nous sommes en ligne avec les députés nationaux Willy Michiki, élu de Walikali. Et en tant que députés nationaux, notamment du Grand Kivu et de l'Ituri, nous estimons que l'état de siège n'a plus sa place aujourd'hui. Et ça fait presque plus de 4 ans que l'état de siège existe. Le bilan est largement négatif. On constate que les gouverneurs, toute l'administration mise en place ne s'occupe plus de la gestion quotidienne, notamment des routes et du fonctionnement de l'État, au lieu de préparer la guerre ou de faire la guerre. Vous allez constater même chez nous, au Nord Kivu comme ailleurs, il n'y a aucune attaque ou offensive organisée depuis la nomination de l'administration actuelle qui a comme siège à Beni. Donc, c'est pour dire que, au contraire, maintenant, l'état de siège empêche la population à se mobiliser. Or, maintenant, nous avons besoin aujourd'hui de la mobilisation populaire. Or, cela ne peut pas se faire dans un état de siège, puisque l'état de siège restreint la liberté de circulation, la liberté de mouvement des populations, et même on ne permet pas aux partis politiques et autres associations de pouvoir s'organiser. Au contraire, l'état de siège même l'économie du pays, puisqu'il y a un régime militaire qui ne fait pas auprès de qui la population n'a pas confiance. On constate aujourd'hui, par exemple, dans l'Ituri, les Ougandais profitent de l'état de siège pour entrer là-bas. Il y a de nouvelles rébellions, notamment celles de Thomas Lubanga, qui sont nées, qui sont presque à la porte de Bunia aujourd'hui. Donc l'état de siège, c'est un fiasco. C'est pourquoi nous, au niveau du Parlement, nous sommes déterminés à bloquer toute reconduction de cet état de siège, mais il faudrait que le gouvernement aussi nous facilite la tâche. On constate que le gouvernement s'écarte totalement de la vision des élus du peuple, alors qu'ils sont censés être notre émanation. Et là, on induit souvent le chef de l'État en erreur, et nous regrettons une sorte de contradiction ou d'éloignement entre la vision du gouvernement et nous. Le ministre de la Défense, Guy Pabombo, a échangé avec l'ambassadeur de l'Ukraine en RDC. Les deux personnalités ont évoqué le renforcement de relations bilatérales, notamment sur la défense entre les deux pays en proie à la guerre d'agression. Ces échanges à la fois cordiaux
et fructueux ont gravité autour des perspectives de renforcement de la coopération militaire entre la RDC et l'Ukraine. Le diplomate ukrainien a exprimé sa solidarité au peuple congolais suite à la situation similaire que traverse la RDC, tout comme l'Ukraine, faisant face aux guerres d'agression causant ainsi les pertes en vies humaines et les déplacements massifs de la population. À ce sujet, les deux pays doivent se serrer les coudes tout en consolidant leurs efforts pour combattre ces actes terroristes. Et je suis vraiment très content parce qu'il a proposé même de faire des démarches pour accélérer notre coopération encore plus vite que moi je ne l'imaginais même pas. Déjà on a beaucoup de pistes de coopération en vue, on a les technologies, on a de l'expérience à partager avec vous, on veut que la RDC soit un pays fort et on peut continuer à travailler dans ce sens-là pour que la paix et la souveraineté de l'État congolais soient rétablies au plus vite possible. Hormis la coopération militaire, Kiev et Kinshasa veulent aussi redynamiser leur coopération dans les domaines de la technologie. Le numéro 1 de la défense nationale congolaise, Guy Kabombo Madianvita, s'est montré très coopératif au point de solliciter l'accélération de la coopération entre les deux pays. Le parti d'opposition Ensemble pour la République a dénoncé une nouvelle perquisition jugée illégale par le partisan du parti dans la résidence de son président national, Moïse Katumbi, dans son village natal à Kachobwe, dans la province du Haut-Katanga. Le parti affirme que les agents des services de sécurité se sont introduits le 17 mai dernier dans la propriété privée de l'ancien gouverneur de l'ancienne province du Katanga sans mandat, et ce en violation de la Constitution de la République. Suivez la dénonciation de Dieudonné Bolengetenge, secrétaire général du parti Ensemble pour la République. Nous avons déploré un fait, une énième incursion dans les propriétés privées de notre président pour procéder à des perquisitions non motivées et sans mandat aucun. Et ce n'est pas un fait isolé, comme vous le constatez, il y a toute une série, c'est presque chaque semestre qu'il y a un incident de ces genres. Ce que nous déplorons et que nous n'arrivons pas à expliquer. Je crois que même le peuple congolais n'arrive pas à s'expliquer pourquoi cet harcèlement à l'endroit de M. Moïse Katumbi. Alors, nous sommes dans un contexte où la République est confrontée à une crise dont le principal aspect est sécuritaire par le fait d'une guerre qui a fait perdre au pouvoir officiel à Kinshasa le contrôle d'une partie de la République. À cela s'ajoutent d'autres éléments de crise, notamment celles qui touchent à la politique depuis les désastreuses élections de 2023. Sur le plan économique, sur le plan social, le pays se porte très très mal. Bon, et tout le monde souhaite qu'il y ait des efforts dans le sens d'une plus grande cohésion nationale pour qu'on cherche des solutions avec ce que les Congolais ont de meilleurs comme intelligence. Mais c'est à ce moment-là que nous voyons le pouvoir qui a l'obligation de travailler au bien-être du peuple congolais, multiplier des actes de vexation, des incursions dans les propriétés privées, des interdictions de déplacement, des refus de renouveler les passeports des chefs de l'opposition. Donc nous ne nous retrouvons plus. Nous ne comprenons plus pourquoi le gouvernement de la République ou tous ceux qui ont une portion de pouvoir ici à Kinshasa et dans les provinces donnent à penser qu'ils veulent d'une chose et de son contraire. Ils parlent de vouloir chercher la paix, mais entre-temps, ils créent des conflits avec tous les leaders d'opinion, tous les leaders politiques qui ont une influence dans les pays. De l'observation citoyenne à travers le développement des capacités des membres des organisations bénéficiaires, c'est l'un des objectifs poursuivis par la formation à l'intention des équipes cadres et analystes des missions d'observation électorale citoyenne. Democracy Reporting International, chargé de la mise en œuvre des activités du PACONEC, entend former et constituer un corps d'analystes politiques, juridiques, électorales, statisticiens et médias au sein des organisations bénéficiaires du PACONEC, projet qui a appuyé les deux principales missions d'observation électorale lors des scrutins combinés de 2023, à savoir Regard citoyen
et la MOE et CC Senco. L'équipe d'analystes qui sera formée aura pour mission au niveau national d'analyser les données recueillies en temps opportun. Il leur appartiendra d'évaluer aussi dans quelle mesure le processus électoral observé est conduit dans le respect du cadre juridique national, régional et international qui organise les élections ainsi que de bonnes pratiques internationales. Vraiment dans l'esprit de renforcer les capacités qu'on est venu ici pour échanger avec tous ces membres des organisations. Au total, à peu près 80 observateurs. On va passer une semaine avec toute une structure qu'on appelle les troncs communs. C'est-à-dire on va parcourir tous les domaines d'observation d'une façon un peu générale pour, après une deuxième semaine, avec des groupes spécifiques d'analystes, on va approfondir dans les besoins et dans les contenus. Les analystes seront capables, à l'issue de cette formation, de veiller à ce que la mission d'observation électorale citoyenne respecte la déclaration de principe pour l'observation internationale des élections et les codes de conduite des observateurs internationaux des élections, commémorés aux Nations Unies en octobre 2005, et de mettre en place le plan opérationnel et planifier les activités de la mission d'observation. En bref et en images, la pluie torrentielle du dimanche dernier sur Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, a occasionné des dégâts matériels considérables. En plus des habitations privées, plusieurs infrastructures publiques ont subi des dommages. Le commissariat provincial de la police où les bureaux ont été inondés et la toiture arrachée par les vents. Le centre hospitalier de la police, la paroisse catholique Saint-Arnold et la sous-paroisse Padre Pio qui ont perdu des murs et leurs toitures. Plusieurs écoles et commerces n'ont pas été épargnés. Les familles sinistrées appellent les autorités à intervenir rapidement pour éviter une aggravation de la crise. En dehors de nos frontières, le Burundi interdit désormais l'accès sur son territoire aux ressortissants congolais détenant des documents émis par le M23. En clair, toutes les personnes en provenance des villes actuellement sous contrôle de l'AFC M23 comme Goma ou Bukavu porteuses de documents migratoires tels qu'une autorisation CPGL ou un tenant lieu de passeport délivré par le rebelle qui veulent voyager via ou vers le Burundi seront strictement renvoyés vers la République démocratique du Congo. Une notification du ministère burundais de l'Intérieur datant du 7 mai dernier confirme le refus d'entrée au Burundi à 7 sujets congolais qui ont tenté de voyager avec des documents portant des cachets sortis émanant des rebelles. Se dirige-t-on vers la fin de la guerre qui secoue l'Ukraine depuis plus de 2 ans maintenant? C'est en tout cas ce que présagent les derniers entretiens téléphoniques entre le président Donald Trump et Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin a qualifié cet échange téléphonique de constructif et utile alors que les pourparlers entre son pays et l'Ukraine sont en cours. C'est au lendemain des pourparlers d'Istanbul que Donald Trump a annoncé devant la presse une avancée majeure. La Russie et l'Ukraine entameront immédiatement des négociations directes en vue d'un cessez-le-feu. Le président américain, revenu sur la scène diplomatique, affirme avoir obtenu de Vladimir Poutine un engagement clair pour la désescalade. Selon des sources proches du Kremlin, l'entretien s'est déroulé dans un climat de respect mutuel avec une volonté manifeste de dialogue. Poutine, de son côté, a salué la posture pragmatique de Trump, soulignant que les discussions avaient permis d'identifier plusieurs pistes concrètes pour la résolution du conflit. Les pourparlers d'Istanbul, facilités par la diplomatie turque, ont réuni des émissaires de 2 camps pour la première fois depuis plusieurs mois. Bien que les tensions demeurent, les déclarations des 2 chefs d'État laissent entrevoir un changement de temps que les observateurs internationaux qualifient déjà d'encourageant. Si la mise en œuvre d'un cessez-le-feu reste encore incertaine, l'initiative conjointe de Vladimir Poutine et Donald Trump redonne espoir à une communauté internationale en quête de stabilité. Les regards sont désormais tournés vers les prochaines étapes des négociations. Place au rappel des titres. Procès Boukangalonzo, le verdict de la Cour constitutionnelle confirmé pour cet après-midi.
Accusé du détournement présumé des fonds alloués au projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo, Matata Ponyo est jugé alors que ses immunités parlementaires n'ont pas été levées. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux examinent ce mardi le projet de loi portant prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, une mesure qui continue de diviser au sein de la majorité. Le Burundi a interdit l'accès sur son territoire aux Congolais détenteurs des documents émis par le M23. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est tout de suite. Christopher Ochokum Samassi va nous rejoindre dans quelques instants, spécialement pour ce mardi, pour cette revue de presse. Comme annoncé, Christopher nous rejoint pour cette revue de presse, spécialement pour ce mardi. Bienvenue à vous. Pas spécialement pour ce mardi, je l'espère tous les mardis désormais jusqu'à un certain moment. Merci Christopher. Et on commence avec ce sujet. C'est une semaine décisive pour la justice congolaise. Christopher, ce mardi, Matata, Kabila, Mutamba, plusieurs dossiers judiciaires font parler les médias. Oui, Bédrine, bien que malade, selon le diagnostic du président de la République lui-même, les yeux de tous les Congolais restent quand même tournés vers cette justice de tous les enjeux en ce moment. On va commencer avec l'affaire Bukangalonzo que vous avez citée d'entrée des jeux. C'est dans quelques minutes. Peut-être que Augustin Matata Ponyo connaîtra finalement son verdict. C'est Radio Okapi qui nous renseigne sur le nécessaire de ce que l'on doit savoir aujourd'hui, à savoir que le décor est planté. Le Matata Ponyo boycotte jusqu'à présent les audiences depuis le mois dernier. Il devrait connaître quand même son verdict. Le procureur général près la Cour constitutionnelle a requis 10 ans des travaux forcés assortis de 10 ans d'inéligibilité contre l'ancien Premier ministre ainsi que son arrestation immédiate. Mais l'homme de la cravate rouge, symbolisant la rigueur, ne compte pas se laisser faire. Il a de nombreux soutiens, parmi lesquels les journalistes. On va voir le cas de Merveille Bailenge qui tweet le communiqué, le très long communiqué de l'ONG panafricaine Bilan. Pour elle, Matata Ponyo est victime d'un acharnement politique. La Cour constitutionnelle, je cite Paul Atipo Anze, outrepasse ses prérogatives et n'a pas compétence à juger un parlementaire pour des actes liés à sa fonction exécutive. Dans ces colonnes, le communiqué aligne même toutes les affaires récemment présumées de détournement. On peut parler de Tchilégé Louram, Zéro Trou, 100 jours, et Lance Miba, Route Kalambambouji, PDL, 145 territoires, une très longue liste conclue avec les propos de Nicolas Kazadi qui ont fait débat il y a quelques semaines. Souvenez-vous, j'ai parlé de soutien des médias parce que regardez avec moi cette caricature de Vital Caméré à côté de Matata Ponyo en bras de fer avec Dieudonné Kamouleta parce que Matata Ponyo a été soutenu publiquement par Vital Caméré qui dit qu'il ne faudrait pas absolument juger un parlementaire sans avoir levé ses immunités au préalable. Certains considèrent cela comme un appel à l'aide à un voleur. Certains évoquent tout simplement les respects dus à un parlementaire pour ne pas créer des cas de jurisprudence prochainement. Et qu'en est-il du côté de Joseph Kabila? Vous savez s'il se présentera? Alors, s'il se présentera ou pas, je ne sais pas vous le dire exactement. C'était prévu à 11h, il est 13h. En tout cas, personne ne l'a pris en photo à Kinshasa, comme ce n'était d'ailleurs pas le cas à la partie orientale. S'il y a été une fois, c'est le journaliste Israël Mutombo qui fait le lien sur son compte Twitter. On ne sait pas si c'est une coïncidence, mais c'est le même jour que Matata Ponyo doit connaître son sort et que le cas de Joseph Kabila est examiné au niveau du Sénat.
Notre confrère Stanis Boujakera, lui, a publié carrément la composition de la commission du Sénat qui examine la demande de la justice militaire d'élever les immunités de Joseph Kabila. Ils sont 40 au total, parmi eux Christophe Lutundula, Françoise Bemba, Carola Guito, Justin Kalumba, Ivan Kazadi, Jean Tshisekedi, des noms qui peuvent vous rappeler nombreux épisodes. Et tous les membres de cette commission, vous allez le voir, ont été convoqués ce mardi par Jean-Michel Samaloukonde. La sénatrice Christine Mwando, voilà, avait bloqué initialement avec une motion incidentielle cette démarche évoquant l'article 224 du règlement intérieur du Sénat. On devrait passer normalement par le Congrès avant d'aboutir à une telle démarche. Une question de forme évoquée également par Arlette Odia sur son compte Twitter. On va le voir. Regardez bien cette feuille qui reprend justement l'invitation pour les sénateurs à vie, mais qui est posée carrément à même le sol. Elle tweete: la personne à qui la loi garantit le respect, l'honneur et la considération, celui-là qui a veillé sur les frontières du pays depuis sa prise de pouvoir jusqu'à l'alternance, se voit notifier une correspondance sur la pelouse pour quelque raison que ce soit, s'exclame-t-elle. Rappelons quand même que la demande d'élever des immunités de Joseph Kabila a fait suite à de nombreuses accusations, y compris du président Tshisekedi lui-même, qui le désigne comme le vrai patron du groupe rebelle M23 qui déstabilise le pays dans sa partie est depuis le 13 juin 2022 à Bunagana. Des accusations qui ont toujours été rejetées par le camp Kabila, qui dénonce un acharnement politique du régime en place et une situation de crise. Et vous parlez également de Constant Mutamba qui a joué un rôle non négligeable à ce niveau. Constant Mutamba, effectivement, il a été autrefois avec Joseph Kabila, comme on peut le voir sur cette image. C'est révolu le temps des nœuds papillons. Il n'y a plus de chance qu'on puisse le retrouver dans cette tenue. Ce dimanche encore, il était à Kintambo Magasin où il s'est offert un bain de foule en train de marcher et il a été pour beaucoup pour que l'on se retrouve effectivement à ce niveau aujourd'hui. Mais depuis quelque temps, il s'est tu parce qu'il est occupé aussi, préoccupé par une autre affaire. Vous savez, depuis quelques jours, il a perdu son statut d'homme immaculé. Vous le voyez sur cette affiche, c'était le Mutamba qui faisait peur. Mais Jean-David Kilolo, sur son compte Twitter, nous renseigne que la première ministre veut voir clair sur un dossier notamment de construction de prison dans la province de Chopo. Cette correspondance de la primature a demandé au ministre d'État en charge de la justice de suspendre immédiatement le contrat de gré à gré conclu entre son ministère et la société Zion Construction SARL. Une décision qui fait suite à des préoccupations relatives à la transparence et à la conformité des procédures liées à ce contrat. Très bien, Christopher. Autre chose à présent, le chaos sur les routes de Kinshasa avec les embouteillages au quotidien. Des embouteillages monstres, effectivement, Bédrine. À l'heure actuelle, aucune classe sociale n'est épargnée, que ce soit ceux qui ont des véhicules ou ceux qui doivent emprunter les véhicules en commun, même les motos ou les trois pneus, tout le monde est embourbé à Kinshasa. Un casse-tête qui semble venir à bout de l'intelligence des autorités qui nous dirigent dans le pays et plus précisément dans la province, ici à Kinshasa. On a eu un week-end avec un concept qui a fait le buzz, pair ou impair, c'est ça respecté ou pas. On est mardi, ce n'est pas encore le cas, mais cela n'a pas empêché les politiciens de réagir en masse sur les réseaux sociaux. On a fait une petite sélection, on va commencer avec Martin Fayulu, le candidat à la présidentielle, opposant historique, si on doit le dire maintenant comme ça, qui dit que dans un pays sérieux, un tel niveau d'incompétence et de négligence aurait des conséquences immédiates. Les responsables de cette gabégie, lui et son ministre, auraient déjà démissionné par honte, par décence. On va prendre Ron Bimoila aussi, député national, qui parle de réduire les embouteillages à Kinshasa est une nécessité, mais imposer la circulation alternée selon les plaques pair et impair sans transport public efficace ni effectif, policiers suffisants pour en assurer le contrôle, c'est punir les plus vulnérables. On ne règle pas une crise par l'improvisation. Alphonse Ngoï Kassanji, l'ancien gouverneur de la province du Kassai oriental,
a aussi réagi à ce sujet. Selon lui, l'affaire des plaques père et impair démontre la faillite de la ville et c'est déplorable que tout ça se fasse dans la capitale de notre pays. Si une telle décision passe, les députés provinciaux de la ville de Kinshasa seront maudits, dit-il. Une tragédie qui détruit la vie dans tous les sens, Bédrine, que ce soit les élèves surtout, qui sont obligés de se réveiller entre 4h et 5h pour rentrer vers 16h très tard pour boucler leur journée. Merci Christopher Otchokoum Samassi pour cette belle sélection. Juste pour terminer, avant de venir vers vous, j'ai été curieux et j'ai posé une question à l'intelligence artificielle. Bédrine Nkenge, nous nous sommes renseignés. Je crois que Carly Mabiala a pris le soin de nous ramener quand même cet échange. J'étais curieux de savoir qui est une légende. C'est une question qui fait débat également depuis samedi. Tout est parti du fauteuil où vous êtes installé pour ce journal, à savoir avec Jean-Marie Kassamba. Eh bien, j'ai posé la question de savoir qui était une légende à ChatGPT. Et voilà la réponse on ne peut plus inédite. Je vais lire un extrait pour vous et quelques exemples. Il me dit qu'on peut appeler légende une personne dont la vie, les actes ou les créations ont traversé le temps et marqué les esprits au point de devenir presque mythique. Et en citant quelques exemples des légendes, on parle de légendes par exploit, c'est-à-dire Achille, Jeanne d'Arc ou Mohamed Ali. Par l'art, on cite Mozart, Billie Holiday ou Charlie Chaplin. On cite par la pensée Socrate, Simone de Beauvoir ou encore Mandela. Par le mystère comme la Reine de Saba ou le fantôme d'opéra. Mais au fond, ce n'est pas seulement ce qu'on fait qui fait la légende, c'est ce qu'on inspire. Une légende vit dans les récits, les cœurs, les révoltes ou les espoirs. J'ai posé une dernière question, à savoir si Fally Ipupa était une légende, mais je n'ai pas eu le temps d'avoir la réponse. Je suis venu à la revue de presse avec vous, Bédrine. J'espère que nous aurons la réponse prochainement. Très prochainement, juste à savoir qu'il n'y a pas d'inimitié, comme certains pourraient le dire. Le débat est beau, les insultes, nous dénonçons avec toutes les forces. Merci beaucoup, Christopher Otchokoum. Je vous en prie, Bédrine. À vous tous également, merci de nous avoir suivis de partout. Ce journal est terminé. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.